Rebonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais faire une très courte capsule de thèse, on pourrait dire. Donc moi, je m'appelle Jean Lefebvre-Thiel. Je suis infirmier-chercheur et docteur en éthique. Et ma thèse a porté sur les pratiques de sécurisation alternatives à la contention dans la prise en charge des troubles graves du comportement des jeunes avec autisme et déficience intellectuelle et comorbidité psychiatrique ou somatique. Donc en gros, ce qu'on appelle les situations complexes en autisme. Et dans le cadre de cette thèse, est-ce que tu peux passer juste la diapo ? Là, je vous ai juste mis quelques diapos qui reprennent les figures qui sont sur le poster qui était en bas. Je me suis intéressé à différents outils de sécurisation. Donc, dans un premier temps, je me suis beaucoup intéressé aux EPI, les équipements de protection individuelle, et notamment ceux des soignants, avec l'idée que le plus, nous, professionnels, on arrivait à prendre soin de nous en se protégeant suffisamment, le moins on allait être enclin à être dans un rapport de force, un rapport de domination, un rapport d'emprise. Avec l'idée que quelque part l'intégrité professionnelle de l'infirmière ou de l'infirmier en psychiatrie au sens large, c'était de parvenir à désamorcer le processus agression-répression. Donc si je vous dis ça, c'est aussi puisque la population de ma thèse de la population de patients que j'ai étudiée fait énormément l'objet de processus d'exclusion à différents niveaux. Et donc finalement, on est confronté à devoir inclure les patients, mais en assumant aussi les risques que ça peut avoir une fois qu'ils sont dans le service. Donc là, je vais vous montrer un outil en particulier qui m'a intéressé. Alors c'était assez rigolo, puisque quand je suis arrivé, donc c'était une étude multicentrique à Paris, à Montréal et à Baltimore. Et quand je suis arrivé à Montréal, on m'a parlé du ballon thérapeutique. Donc j'étais toujours un peu sceptique avec le terme thérapeutique en me disant, bon, ballon thérapeutique pour la gestion de crise, etc. J'étais curieux, on va dire. Et puis je me disais aussi, je vais quand même pas revenir en France simplement avec un ballon en disant, voilà, je voulais aussi des résultats concrets. Donc j'étais un peu inquiet par ce ballon. Et en fait, voilà, avec on va dire la réflexion comme ça qui a mûri, j'ai bien compris qu'en fait, cet outil de sécurisation n'était pas seulement un simple outil au sens purement sécuritaire, mais que c'était aussi un objet de médiation, quelque chose qui va pouvoir, en contexte de crise, maintenir le lien dont on a besoin sur des accompagnements où l'idée est d'accompagner la violence et pas de la neutraliser, de chercher à la restreindre. Et puis ça, c'est, on pourrait dire, l'acolyte du ballon. Voilà, Corentin Sainte-Fargano vous en a parlé déjà tout à l'heure, donc c'est le PAO. Et donc là, ça, c'est un poster que j'ai mis en place avec l'équipe et qu'on a, on va dire, construit ensemble pour avoir une gradation dans l'intervention qu'on veut proposer de façon un peu standardisée. Donc il y a l'idée que les différents outils qui sont dans l'espace, donc ce grand ballon qui est là, donc lui, il est vraiment sur la prévention. Donc ça va inciter en fait les professionnels, à trouver une distance qui est parfois très difficile à avoir avec des patients qui peuvent être très adhésifs. Donc ils vont être plus dans un collé, on peut le dire comme ça, ou en tout cas dans une recherche d'attention qui fait que la proximité est toujours très à risque, notamment puisque c'est des patients non-verbaux, et donc parfois les modalités de langage ne passent que par des troubles du comportement. Je pense notamment aux agrippements, par exemple, qui peuvent laisser des griffures, ou même des pincements, enfin en fait, pas mal de blessures qui sont assez difficiles à tenir dans le quotidien. Après, il y a des plus petits ballons qui sont vraiment là pour bloquer les coups, et puis rediriger la personne dans des lieux un peu plus sécuritaires, on va dire. Enfin, sécuritaire. Le terme n'est pas le bon puisqu'il est très péjoratif, mais dans des lieux où il y a moins de risques de blessure pour lui ou pour l'entourage. En avant-dernier recours, on pourrait dire qu'on a cette solution qui est un peu la solution de redirection d'une violence qui doit s'exprimer et qui peut se manifester par exemple par une décharge sensorimotrice, comme l'a dit Corentin tout à l'heure. Et puis après, nous, comme ça se fait dans pas mal d'unités, le tapis rembourré, on va dire, qui est le dernier recours quand on va devoir immobiliser une personne. Donc ça, c'est un poster qui est juste là pour en tout cas dans le cadre de la recherche où j'ai dû implanter ces outils, permet de réunir tous ces outils pour leur donner une cohérence. Est-ce que tu peux passer là ?
Voilà, et en pratique, en gros, ça va donner ça. Donc là, vous êtes à l'USIDATU, donc c'est une unité de gestion de crise et d'accueil temporaire d'urgence. Et en fait, il y a ce fameux couloir dans lequel, en fait, les patients passent beaucoup de temps. Et c'est précisément dans ces lieux-là où on va avoir des crises. Donc l'objectif, c'était déjà de mettre des outils à portée de main. Puisque comme les crises sont parfois imprévisibles, eh bien, on ne peut pas non plus toujours... c'est pas si simple, en fait, de se protéger. Donc voilà, on a essayé de penser une organisation comme ça, où les objets sont assez... où l'environnement est stable. Et donc vous voyez qu'il y a une idée de gradation. Par exemple, là, vous êtes à l'entrée donc, de l'unité. Donc c'est là où on va refermer la porte, hein, concrètement. Et donc le dernier recours se situe aussi à l'entrée. Comme ça, on est vraiment dans cette logique d'une privation de liberté, quelque part, la plus graduée possible. Ouais. Alors voilà, donc ça c'est juste encore une fois des illustrations un peu pour vous montrer comment en fait ce ballon peut être utilisé dans le quotidien. Donc c'est des patients qui ont ce qu'on appelle un besoin d'immuabilité. Donc globalement ils ont énormément de difficultés à tolérer le changement. Et quand je parle de changement, c'est parfois sur des micro-détails que nous on ne peut parfois pas percevoir. Mais en tout cas on perçoit quand ils vont être plus agités, plus anxieux. Et quand finalement on va devoir essayer de canaliser un petit peu la tension quand elle arrive. Et donc par exemple on a des patients qui ont été isolés pendant plusieurs années et qui arrivent dans notre service. Et du coup nous l'objectif ça va être de les déshabituer, on va dire, à être dans cet enfermement. Donc de 1, comme c'est des personnes autistes, ils ont ce qu'on pourrait appeler la bulle autistique. Donc de base ils sont dans un repli, d'une façon naturelle, on pourrait dire. Et donc, quand on va les solliciter, on va déjà les déranger. Par exemple, pour aller à la douche, pour donner les traitements, pour aller au repas. Au moment où il peut y avoir aussi les visites des familles, il y a chez certains patients, en fait, une seule et unique demande qui est « je veux rester dans mon lit et je veux que tu fermes la porte ». Voilà. Donc nous, en fait, le ballon permet déjà de réouvrir cette porte. Donc on pourrait dire de réouvrir cette bulle, si je puis reprendre, enfin voilà, je reprends un peu cette métaphore-là, de telle façon à resensibiliser en fait ces jeunes au fait que voilà, il existe aussi en gros un monde extérieur dans lequel on ne va pas forcément te vouloir que du mal. Puisque j'insiste là-dessus, parce que c'est souvent des jeunes qui peuvent être brusqués physiquement de par l'intensité des troubles du comportement qu'ils ont. Et donc ils sont aussi habitués, et c'est pour ça que c'est vraiment super de pouvoir travailler avec Corentin, à un contact physique qui est bien souvent hostile en fait. Et donc d'où l'intérêt voilà, d'avoir des ateliers qui permettent de retrouver un toucher sécure. Voilà, Donc dans le cadre de ma thèse d'éthique, moi je m'étais intéressé à une notion qui s'appelle la vulnérabilité partagée, qui a été conceptualisée par la philosophe Agatha Zielinski. Et ça m'a beaucoup intéressé puisque ça permettait en fait de prendre en considération justement qu'en contexte de crise, en contexte de violence, il n'existe pas seulement, on va dire, des patients extrêmement dépendants d'un côté qu'on pourrait opposer à des soignants invulnérables, mais qu'on a vraiment une interdépendance entre l'aidant et l'aidé. Et que si on prend finalement en considération j'allais dire, cette impuissance qui empêche d'agir, et qui ouvre du coup à cet écueil-là qui est l'abandon. Si on prend en considération la toute-puissance qui voilà, prend le pouvoir sur autrui par définition, donc on est dans la contention. Alors contention, c'est le terme un peu générique, hein, mais on est dans la domination, on est dans l'emprise, on est dans le contrôle. Voilà, les Nord-Américains, ils parlent de logique de contrôle, ils ne parlent pas de contrainte, ça a le mérite d'être direct. Et donc voilà, l'objectif, c'est qu'en mutualisant un petit peu ces différents objets, dans des espaces où la violence doit être pensée. Bon, encore une fois, j'insiste sur cette fonction désamorcer le processus agression-répression. Donc c'est pas une violence qui doit être neutralisée, puisque la violence, c'est pas un scoop, mais on peut le rappeler, moi j'aime bien avoir cette définition, c'est la manifestation d'une souffrance. Et la souffrance, on peut la décliner d'une part comme un besoin à soulager, mais aussi comme une frustration en lien avec un désir non satisfait. Et ça, je pense que la question du désir aussi, elle est très importante, notamment pour les personnes avec autisme qui parfois ont ce qu'on appelle alors comment les cliniciens ils vont dire des intérêts restreints et les personnes autistes vont dire des intérêts spéciaux. Voilà. Donc ça dépend un peu de comment on voit les choses. Donc je pense que le désir qui peut être parfois un peu hors norme, un peu extraordinaire, c'est l'énigme que nous aussi on doit résoudre quand on a des jeunes qui sont comme dans une forme d'intolérance à la frustration. Je reprends encore ce terme qui est toujours un terme assez dur et assez jugeant.
notamment quand on pense que le niveau cognitif de ces patients est tel que c'est surtout une incompréhension qu'il y a derrière. Une incompréhension de notre part et une incompréhension de la leur. Parce que parfois, ils ne savent même pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Donc c'est à nous aussi de poser quelque chose, un cadre assez clair. Donc l'objectif, voilà, juste avant, voilà, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre l'excès et le défaut de protection. Et c'est vrai que la question de l'abandon, on pourrait aussi parler d'indifférence. Moi, j'aime bien parler de perte de chance aussi, puisque c'est quand même des jeunes pour lesquels on n'a pas d'interventions éducatives, on va dire, spécialisées, qui sont mis en œuvre de façon proactive. Et je parle pour la France, hein, puisqu'après, il y a d'autres cultures où c'est vraiment beaucoup plus dans les mœurs. Et d'ailleurs, dans ces autres cultures, parfois, il y a d'autres thérapies qui font défaut. Je pense notamment aux thérapies, aux médiations corporelles. Voilà, donc chaque culture, on va dire, a ses failles. Et l'idée, c'est d'essayer de mutualiser un maximum les différentes approches pour avoir une vraie prise en charge intégrative. Et de le faire, j'aime bien une définition d'une collègue qui dit ici, on accompagne aux soins. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce défi. Comment on va pouvoir faire un scanner à ce patient? Comment on va pouvoir voilà, faire une balade, etc. Alors que ça fait 3 semaines qu'il est confiné dans cet espace clos. Donc voilà, tous ces outils nous permettent de nous protéger. Voilà. Et là, je vous ai juste mis une citation d'une collègue. Je ne sais plus si je pense pas que je voulais déjà... Est-ce que tu peux avancer une fois? Le gros ballon sert beaucoup avec nos 2 patientes qui agrippent et griffent. Il nous permet d'être près d'elles sans être en danger. Il réduit l'enfermement. C'est vraiment un outil qui permet plus de liberté, de sécurité et de présence. Donc ça, c'est précisément des verbatims que je peux utiliser pour raconter finalement comment ces objets peuvent, dans des lieux où tous les professionnels sont blessés, où il y a un turnover très important, aussi en lien avec une pénibilité très forte, réenchanter en fait la pratique en ouvrant aussi la possibilité d'un imaginaire où on est plus on est plus sur une culture du souci de soi. Voilà, et ça, je trouve ça, c'est ça que j'ai traité dans ma thèse, le souci de soi envisagé comme un respect mutuel. Et je pense que on peut le voir directement avec la distance. Voilà, si je m'approche de toi, par exemple, là tout de suite, il y a un rapport qui s'instaure. Par contre, si je pars comme ça, eh bien, je vais être potentiellement dans le rejet. Donc il faut trouver toujours cet équilibre, et c'est très contre-intuitif pour un soignant qui est dans cette quête relationnelle, on pourrait dire, justement de trouver cette distance avec des patients qu'on a l'habitude déjà de rejeter de base. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais juste vous illustrer avec ce ballon qui pour moi était une forme de point final au manuscrit de thèse. Et puis aussi vous dire que derrière ces outils, il y a tout un potentiel narratif qui est très intéressant quand on écoute les transmissions infirmières. Moi, je suis toujours fasciné de voir la différence entre des transmissions où on ne parle d'un patient que sur ce qui ne fait pas bien, sur ce qui il a encore blessé un tel, on l'a encore enfermé, etc. Et là apparaît, aujourd'hui on a fait du ballon, aujourd'hui on a encore fait le PAO comme hier. Et ça, je trouve ça assez prometteur quand j'ai la chance comme ça d'être en observateur pour voir comment les collègues peuvent se saisir de ces outils. Voilà, et je pense que c'était tout. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Jean. Je retiendrai cette idée de réenchanter le soin. C'est un ballon magique. Et c'est très joli et ça permet de cheminer dans beaucoup d'espace. Donc, alors, une question, parce qu'ici, maintenant, on a des quotas de questions. Alors, du coup, tout le monde est bloqué, là. Jean-Paul, avec... Tu vois ? Avec ta question, je vais la poser, alors. Alors, c'est un conflat. Alors, t'enlèves ton masque. Merci, Isabelle. 3 ans d'études pour jouer au ballon et un doctorat, c'est bien compris. Mais il faut faire des doctorats pour ça, je l'ai toujours dit. Pas n'importe quel ballon. L'image que j'avais dans les couloirs, tu parlais, je pensais aux circulations, et je me disais, la fluidification des circulations quand il y a de l'excitation, et le travail, c'est d'éviter les collisions. Et là, j'ai vraiment cette image avec les ballons qui sont effectivement prédisposés. Ouais. Puis moi, j'aime bien aussi garder cette idée que la relation se construit dans un jeu d'asymétrie réciproque. Et c'est vrai qu'en tant qu'infirmier, j'ai toujours été, je pense comme beaucoup de gens aussi, dépassé par la violence, impressionné, j'ai terrorisé par moments. Donc j'étais moi-même plutôt le vulnérable par rapport au colosse que je pouvais avoir en face de moi, par exemple, qui m'avait blessé la veille ou blessé d'autres collègues. Et puis après, à d'autres moments,
voilà, justement, cette asymétrie-là pouvait s'inverser. Et je trouve que la relation, c'est un petit peu finalement ça. On est dans ce jeu de distance, dans ce corps à corps plutôt, voilà, empreinte, distance et proximité. Et il y a vraiment ce va-et-vient. Et je trouve que ces outils-là symbolisent pas mal ce qu'on fait en fait dans le quotidien, quoi. Voilà. Je me permets un jeu de mots. Passer du corps à corps au corps à corps. Merci, c'est le mot de la fin. On termine là-dessus. Merci.